Le Pakistan vient de déclarer la guerre ouverte contre les talibans. Et ces images que vous allez voir maintenant sont révélatrices. Cela a été filmé à l'aube du 27 février. Ce complexe militaire que vous voyez est l'endroit où des kamikazes étaient entraînés à se faire exploser à l'intérieur du Pakistan. Le Pakistan a décidé qu'il était temps d'y mettre un terme et a détruit le complexe. Apparemment, tous les terroristes ont été tués. Mais ce n'était que le début. C'était la première cible. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qu'aucun pays n'avait jamais eu le courage de faire auparavant. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe ici, il faut d'abord comprendre une chose. Le Pakistan n'est pas seulement l'ennemi des talibans dans cette histoire. Le Pakistan a créé les talibans. Et c'est l'histoire qui se répète chaque fois qu'un pays pense pouvoir contrôler ce qu'il a mis au monde. C'est arrivé avec l'Union soviétique et les Moudjahidines. Et maintenant cela se reproduit, avec le même résultat. La vraie question n'est pas seulement qui gagnera cette guerre. C'est de savoir pourquoi les pays n'apprennent jamais de cette erreur. Mais il y a des gens qui apprennent et prennent des décisions intelligentes avant qu'il ne soit trop tard. Revenons dans le temps, années 90. L'Afghanistan était détruit après des années de guerre contre l'Union soviétique. Le pays était divisé en plusieurs groupes armés qui se disputèrent le pouvoir. C'était le chaos total. Le Pakistan a vu dans ce chaos une opportunité. L'idée était simple, mais audacieuse. Mettre au pouvoir en Afghanistan un groupe qui soit allié, obéissant et qui serve de protection. Un voisin qui ne s'opposerait jamais au Pakistan. Un territoire qui, en cas de guerre avec l'Inde, pourrait être utilisé pour battre en retraite et se réorganiser. Ce plan avait même un nom officiel au sein du gouvernement pakistanais. Doctrine de la profondeur stratégique, un nom compliqué pour une idée simple. Utiliser l'Afghanistan comme un pays allié qui protégerait le Pakistan par l'arrière. Et le groupe choisi pour exécuter ce plan fut les talibans. La principale agence de renseignement du Pakistan, connue sous le nom d'ISI, a formé, armé et financé les talibans depuis le début, depuis 1994. En commençant mes recherches sur ce conflit, je pensais trouver deux ennemis de longue date. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir que l'un d'eux avait littéralement créé l'autre. Le Pakistan n'a pas seulement soutenu, mais aussi aidé à créer les talibans, et cela il y a un temps fonctionné. Puis, la situation a changé. Les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan en 2021, après que les États-Unis ont retiré leurs troupes du pays. Et au lieu d'être le voisin obéissant que le Pakistan espérait, les talibans ont pris la direction opposée. Le monstre a grandi et a décidé qu'il n'avait plus besoin de son créateur. Pour comprendre pourquoi le Pakistan en est arrivé au point de déclarer une guerre ouverte, vous devez connaître un nom. TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan. Ce nom compliqué signifie les talibans du Pakistan. Ce groupe est une organisation terroriste qui opère à l'intérieur du territoire pakistanais. Ils partagent les mêmes croyances que les talibans afghans, les mêmes coutumes, la même origine et le même objectif: renverser le gouvernement du Pakistan et instaurer à sa place un régime extrémiste. Le TTP compte entre 30 000 et 35 000 membres actifs. C'est ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies elle-même. Et les talibans afghans ont hébergé ce groupe à l'intérieur de l'Afghanistan, leur ont offert un refuge sûr, ont protégé les dirigeants du TTP, leur ont permis de planifier et d'exécuter des attaques au Pakistan depuis le sol afghan. Pensez à ce que cela signifie en pratique. Au moins 26 personnes sont mortes lors d'une attaque terroriste au Pakistan. Des caméras de surveillance ont capté le moment de l'explosion. L'attentat a eu lieu dans une gare à la frontière du Pakistan avec l'Afghanistan et l'Iran. Des bombes explosent dans des marchés pakistanais, des attaques contre des bases militaires, des attentats contre des civils. Tout est planifié de l'autre côté de la frontière, sous la protection des talibans. Le Pakistan a alors exigé que les talibans livrent les chefs du TTP. Mais les talibans les ont ignorés. Le Pakistan a menacé
Et les talibans ont continué d'ignorer. Il y a eu des tentatives d'accord, un cessez-le-feu en octobre 2025 avec la médiation de la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Autrement dit, d'autres pays ont essayé de réunir les deux parties autour de la table pour faire la paix, mais l'accord n'a pas duré. La violence a continué, les attaques du TTP à l'intérieur du Pakistan ont continué, et puis c'était la goutte de trop. Le Pakistan a déclaré la guerre ouverte contre le gouvernement taliban en Afghanistan et a attaqué la capitale, Kaboul. Le Pakistan a dit que la patience était à bout. Le 22 février 2026, le Pakistan a lancé des frappes aériennes contre ce qu'il a appelé des camps d'insurgés sur le territoire afghan. La justification était claire. Il s'agissait de bases du TTP, des bases que les talibans refusèrent de fermer. Les talibans l'ont vu comme une déclaration et ont répondu 4 jours après. Dans la nuit du 26 février, à 20h, heure locale, les talibans ont lancé une série d'attaques coordonnées contre des positions militaires pakistanaises le long de la frontière. Allahu Akbar. Dans les provinces de Kunar, Khost, Nangarhar, Nouristan, Paktia et Paktika, des régions qui abritent des bases militaires pakistanaises. Imaginez des soldats pakistanais dans ces bases lors d'une nuit ordinaire. Et soudainement, en même temps, à plusieurs endroits différents, le long de centaines de kilomètres de frontières, les tirs commencent. Des coups de feu, des explosions simultanées. Les talibans ont attaqué à plusieurs endroits en même temps. Le Pakistan ne s'attendait pas à une telle ampleur et a été furieux. Le porte-parole du gouvernement pakistanais a déclaré que les talibans s'étaient trompés dans leurs calculs et avaient ouvert le feu sans provocation à plusieurs endroits. La réponse est venue quelques heures plus tard. Aux premières heures du 27 février, le Pakistan a lancé l'opération qui a donné son nom à ce conflit. L'opération Fureur Juste. Des bombes sont tombées dans les provinces frontalières. Des installations militaires ont été détruites. Et puis, le Pakistan est allé au-delà de tout ce qu'il avait déjà fait auparavant. Ils ont attaqué Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et c'est là que l'histoire prend encore plus d'ampleur. Après tout, pourquoi ont-ils attaqué la capitale ? Qu'y avait-il à Kaboul qui justifiait d'élever le conflit à ce niveau ? La réponse se trouve dans un nom que la plupart des gens en dehors de cette région n'ont jamais entendu. Hibatullah Akhundzada. Il est le chef suprême des talibans, l'homme le plus puissant d'Afghanistan, le dirigeant qui contrôle tout, mais qui n'apparaît presque jamais en public. Pendant les années où les talibans étaient hors du pouvoir, il vivait dans l'ombre. Après 2021, il a continué à vivre dans l'ombre, une figure mystérieuse, protégée, pratiquement invisible. Et Kandahar est la ville où il vit et gouverne, la capitale spirituelle des talibans, l'endroit où Akhundzada a sa résidence, loin des projecteurs de Kaboul. Le Pakistan n'a pas seulement visé Kaboul, il a aussi visé Kandahar, directement dans la ville où réside le chef suprême, avec un objectif très particulier, trouver et éliminer Akhundzada. Ce n'est pas une spéculation. Le New York Times, CNN et Foreign Policy ont confirmé que les attaques contre Kandahar visaient des installations à moins d'1 kilomètre de la résidence d'Akhundzada. Le Pakistan a traqué cet homme. Un pays a tenté de tuer le dirigeant d'un autre pays. C'est ce qui distingue ce conflit de tout ce qui pourrait arriver. C'est ce qu'aucun autre pays n'a eu le courage de faire. Et la grande question à laquelle personne ne peut encore répondre est: est-ce que ça a marché ? Les talibans n'ont ni confirmé ni nié la mort de leur chef, et ils ne le feraient probablement pas, même si cela s'était produit. Admettre que le chef suprême a été tué serait un coup dévastateur pour le moral du groupe. Jusqu'à présent, il n'y a aucune confirmation qu'Akhundzada ait été tué, mais le Pakistan non plus n'a pas reculé. Le ministre de la Défense du pays, Khawaja Mohamed Asif, a utilisé une expression spécifique pour décrire ce qui se passe. Il a déclaré que le Pakistan avait épuisé sa patience avec les talibans et que le pays était en guerre ouverte. Le gouvernement pakistanais est allé encore plus loin. Il a déclaré qu'il n'accepterait plus aucun dialogue avec le régime taliban. Aucune négociation ni discussion, seulement la guerre.
Après l'aéroport de Kaboul, le Pakistan a également bombardé l'aéroport de Kandahar. Parallèlement, les talibans ont aussi fait des déclarations. Le porte-parole du groupe, Zabiullah Mujahid, a publié un message affirmant que les talibans avaient répondu aux attaques pakistanaises par des frappes contre des positions à Helmand et Kandahar. Le message a été supprimé rapidement après publication. Pourquoi ? Personne ne sait vraiment pourquoi, mais cela a suscité encore plus de spéculations sur ce qui se passe réellement des deux côtés. Et en parlant des pertes, les chiffres qui circulent en sont complètement opposés. Ils sont tellement différents que pratiquement tous les médias du monde ajoutent un avertissement à leur reportage disant « Il n'a pas été possible de vérifier ces données de manière indépendante ». Ce qui est certain, c'est que de nombreuses personnes sont mortes et que les combats continuent. Mais il y a un élément dans cette guerre qui surprend, qui a surpris tout le monde, y compris les experts militaires. Le Pakistan a signalé que des drones des talibans ont attaqué 3 sites à l'intérieur de son territoire. Et savez-vous pourquoi c'est si frappant ? Parce que les talibans n'avaient jamais utilisé de drones de combat auparavant. Le groupe était connu pour n'utiliser que des drones civils, les mêmes que n'importe qui peut acheter dans un magasin. Rien avec une réelle capacité militaire. Mais ces drones étaient différents. Ils avaient une capacité d'attaque. Ils ont été utilisés pour frapper des installations militaires spécifiques, à des endroits précis, à l'intérieur d'un pays étranger. Et ce qui est encore plus préoccupant dans tout cela, c'est que personne ne sait encore avec certitude qui leur a fourni ces drones. On sait que cela a changé la donne. Avant, nous avions un groupe qui dépendait de la guérilla et d'explosifs improvisés. Mais maintenant, il a une capacité d'attaque aérienne. Et c'est ici que nous arrivons à la partie la plus surprenante de cette guerre. Le Pakistan est bien plus puissant que les talibans dans presque tous les aspects militaires possibles. L'armée pakistanaise compte 660 000 soldats actifs, tandis que les talibans en ont environ 75 000. Le Pakistan dispose de 550 000 soldats réservistes, des personnes entraînées qui peuvent être appelées à combattre à tout moment, et de 500 000 membres des forces de sécurité supplémentaires. Les talibans n'ont aucun réserviste. L'argent que le Pakistan dépense pour l'armée chaque année dépasse 9 milliards de dollars, tandis que les talibans dépensent 145 millions. Le Pakistan possède plus de 2600 chars, plus de 59 000 véhicules blindés, une marine avec 120 navires et une force aérienne complète dotée d'avions de chasse modernes. Les talibans disposent de quelques hélicoptères de l'époque soviétique et d'équipements que les États-Unis ont laissés derrière eux lorsqu'ils ont quitté l'Afghanistan en 2021. Et le Pakistan possède 170 armes nucléaires. Sur le papier, cette guerre devrait se terminer rapidement, avec une victoire écrasante du Pakistan, mais le papier, c'est une chose, la réalité en est une autre. Pourquoi cette guerre n'est-elle pas gagnée ? Il y a une raison très claire pour laquelle les États-Unis, avec toute leur puissance militaire, la plus grande du monde, sont restés 20 ans en Afghanistan et en sont sortis sans victoire. Les talibans ne combattent pas comme une armée conventionnelle. Ils n'ont pas besoin de gagner de bataille, juste à éviter de perdre, d'où leur recours à la guérilla. Des attaques surprises, des embuscades. Ils disparaissent parmi la population civile, réapparaissent ailleurs, font saigner l'ennemi lentement, pendant des années, jusqu'à ce que l'ennemi abandonne. C'est exactement ce que les talibans ont fait avec les Américains, et le Pakistan le sait. Mais avant que je te dise qui a enseigné cette technique aux talibans, arrête-toi une seconde et réfléchis. Qui penses-tu que c'était ? Parce que quand j'ai découvert la réponse, j'ai dû y regarder à 2 fois pour y croire. C'était le Pakistan.
Dans les années 1980, pendant la guerre contre l'Union soviétique, le Pakistan a entraîné les combattants afghans, qui allèrent plus tard former les talibans. Précisément dans cet art de la guérilla, comment attaquer et disparaître, comment user une armée plus grande, comment faire durer une guerre pendant des décennies sans avoir besoin de gagner une seule bataille. Le Pakistan a enseigné aux talibans la stratégie qu'ils utilisent aujourd'hui contre lui. Réfléchis bien à ce que cela signifie. De plus, il y a le TTP, ces 30 à 35 000 combattants qui sont déjà à l'intérieur du Pakistan. En cas de guerre totale, ils seraient activés comme une armée intérieure. Explosion, attaque contre des bases militaires, assassinat de responsables, tout cela à l'intérieur même du territoire pakistanais, pendant que l'armée tente de combattre les talibans de l'autre côté de la frontière. C'est une guerre sur deux fronts, en même temps, à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a encore un problème dont personne ne parle. Un problème qui pourrait être plus dangereux pour le Pakistan que n'importe quelle bombe ou n'importe quel drone des talibans. La vérité c'est que, le pays est en faillite, ce n'est pas une métaphore. Le Pakistan a conclu un accord de sauvetage financier avec le Fonds monétaire international, une organisation mondiale qui prête de l'argent aux pays en crise d'une valeur de 7 milliards de dollars. L'économie est en lambeaux, l'inflation est élevée, et le pays dépend de ce prêt pour ne pas faire faillite. La vérité c'est que le Pakistan ne peut pas se permettre d'entrer en guerre contre les talibans. Une guerre de guérilla est coûteuse, elle est longue, elle exige des soldats, du carburant, des munitions, du transport, pendant des années, pas seulement des semaines. Et le Pakistan, au moment où il a décidé de déclarer la guerre ouverte aux talibans, a les caisses vides. Si cela ne suffisait pas déjà à empêcher n'importe quel dirigeant de dormir, un autre événement, survenu à des milliers de kilomètres de là, a encore attisé le feu. La situation est devenue encore plus compliquée dans tout le Moyen-Orient. Oui, je parle de la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran. Dès qu'on a appris qu'il était mort, l'Iran a réagi par des attaques à grande échelle contre toute la région. Et savez-vous pourquoi cela compte pour le Pakistan ? Parce que le Pakistan importe du pétrole et que l'Iran se trouve dans la même région par laquelle ce pétrole transite. Le détroit d'Ormuz, un passage maritime étroit par lequel transite près d'un cinquième de tout le pétrole mondial. Cette région s'est retrouvée en danger direct après cette escalade. Si le pétrole devient plus cher, ou pire, si l'approvisionnement est coupé, le Pakistan en ressentira l'impact dans son portefeuille, sur le carburant, les transports, la nourriture, surtout. Pensez-y, un père de famille pakistanais, qui avait déjà du mal à payer les factures du mois. Soudainement, le prix de l'essence double, le pain devient plus cher, le prix du bus augmente, et le gouvernement, au lieu de résoudre ce problème, dépense des milliards dans une guerre. C'est le genre de situation qui fait tomber des gouvernements, qui pousse des foules dans les rues. Une guerre interne coûteuse, ajoutée à une crise énergétique externe, c'est une combinaison que peu de pays pourraient supporter. Pour le Pakistan, dans cet état, cela peut être fatal. La Chine, les Nations Unies et le Royaume-Uni ont déjà demandé aux deux parties de cesser les attaques et de revenir à la table des négociations. Le porte-parole des talibans lui-même a déclaré, le 27 février, que le groupe souhaite résoudre le conflit par le dialogue, mais le Pakistan a dit non, du moins pour l'instant. Et pour aggraver encore la situation, le Pakistan a accusé les talibans de servir l'Inde. Il a affirmé que l'Afghanistan est devenu une colonie indienne, que les talibans ont abandonné leurs anciens alliés pakistanais pour obéir au plus grand rival du Pakistan dans la région. Si cette accusation prend de l'ampleur et si l'Inde est entraînée dans ce conflit d'une manière ou d'une autre, ce qui est aujourd'hui une guerre entre deux pays pourrait se transformer en quelque chose de bien plus vaste. Et selon moi, le Pakistan n'avait pas le choix. Reculer maintenant, laisser le TTP continuer à opérer librement à l'intérieur du pays. Accepter que les talibans puissent abriter une armée terroriste à la frontière indéfiniment, ce n'est pas la paix.
C'est une condamnation à mort, plus lente, qui viendrait sous la forme de bombes dans les marchés, d'attentats dans les écoles et d'un pays qui se désagrège de l'intérieur, année après année. Maintenant, revenons au début de cette histoire. Le Pakistan a créé les talibans, les a entraînés, financés, armés, misant sur eux comme l'allié parfait pour l'avenir. 30 ans plus tard, ces mêmes talibans ouvrent le feu contre des bases militaires pakistanaises. La créature s'est retournée contre son créateur. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que le Pakistan va réussir à gagner cette guerre? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, mérite de le savoir et abonnez-vous à la chaîne. Parce que cette histoire est loin d'être terminée. À la prochaine vidéo.